le premier parc de loisirs géant créé en France en 1987 avant Disneyland Paris. Bienvenue au Futuroscope près de Poitiers pour ce numéro consacré à la folie des jeux. Jeux de société, jeux vidéo, jeux de hasard, sur internet ou en réel. Les Français y sont de plus en plus accros. Alors comment cette économie du jeu se développe-t-elle en Nouvelle-Aquitaine? Qui joue et à quoi? Réponse dans cette enquête de région. Au sommaire, Angoulême, référence mondiale du jeu vidéo. La ville compte une vingtaine de studios de création et la seule école publique française consacrée au métier du jeu vidéo. Le retour en grâce des jeux rétro. Pokémon ou Flipper ont amusé les ados des années 80. Aujourd'hui, ce marché du jeu nostalgie s'envole et les prix avec. Enfin, quand le jeu devient addiction, plus d'un Français sur deux joue régulièrement aux jeux vidéo. Nous verrons quels sont les effets, bons ou mauvais, sur notre santé. Dans cette émission, nous découvrirons également les tendances du jeu loisir. Ici au Futuroscope, nous visiterons un éditeur français de jeux de société et puis nous ferons une chasse au trésor. Première enquête tout d'abord sur le phénomène des jeux vidéo. Cette industrie mondiale pèse plus lourd aujourd'hui que celle du cinéma et de la musique combinée et l'une des références mondiales pour la fabrication des jeux vidéo, eh bien c'est Angoulême. Une économie presque invisible. Angoulême en est devenu son fer de lance. La fabrication de jeux vidéo. On compte près d'une vingtaine de studios et 150 professionnels pour un chiffre d'affaires estimé à 4 millions d'euros. Ici, au centre-ville, Antoine Papot a créé ce studio en 2017 après avoir fait ses armes dans d'autres structures. Lui et son équipe sont en train de remporter un joli succès. Tennis Manager avoisine les 2 millions de téléchargements pour la version téléphone mobile et 10 000 ventes depuis mai pour la version ordinateur. Il paraît que dans une vie de créateur de jeux vidéo, on sort 10 jeux, il y en a 7 qui ne marchent pas. Il y en a 2 qui vont être à peu près à l'équilibre et puis il va y avoir un produit un petit peu vache à lait qui va être un gros succès. C'est un petit peu le marché hollywoodien. Il y a beaucoup de jeux partout, comme il y a beaucoup de films, et il y a des gros succès qui arrivent. C'est un mélange de paramètres entre la qualité du jeu, le bon timing, et puis voilà, un petit peu de chance. Un jeu de simulation sportive qui vous plonge dans le rôle d'un coach. Pas de manette, mais un clavier qui donne accès à des fonctionnalités hyper réalistes. Là, je vais pouvoir jouer sur les niveaux d'intensité au service, au retour, ainsi que sur les points clés. Les points clés, ça va être les tie-breaks, les balles de break, etc. Je vais également pouvoir jouer sur un aspect mental. Le mental, c'est hyper important au tennis. Et donc, mon rôle, ça va être de soit la motiver, soit la féliciter, soit la critiquer, soit lui demander de se relâcher, etc. 2 ans après sa création, les 11 salariés souhaitent faire perdurer ce succès. Un défi qui demande beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, dans un marché mondialisé et hyper concurrentiel, avoir des fonds pour financer du marketing, de la communication, c'est important pour gagner en visibilité et assurer le succès d'un jeu. Voilà pourquoi on essaye on est en pleine discussion avec des éditeurs là, pour la prochaine édition de Tennis Manager. Une économie qui recrute. Et les candidats sont nombreux à vouloir rejoindre un studio ou se lancer en indépendant chez eux. À l'Ejmine d'Angoulême, seule école publique française entièrement consacrée à tous les métiers du jeu vidéo. 200 étudiants sont formés chaque année. En fait, l'interface homme-machine, elle est dans l'ordinateur. Parmi eux, Nadia, 25 ans, originaire d'Île-de-France, en première année de master, avec l'option ergonomie. Nous, on est là pour
se mettre à la place du joueur et se dire ok, bon, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, et s'il n'a pas compris quelque chose, qu'est-ce qui a changé dans la conception du jeu. Donc on va travailler en interaction avec les programmeurs, avec les graphistes, avec toute l'équipe de conception pour pouvoir modifier pour que ça s'adapte parfaitement aux utilisateurs. Au-delà de l'aspect simplement ludique, le jeu vidéo, c'est bien, on aime bien, mais il faut se rendre compte que c'est aussi un métier, donc c'est aussi des compétences qu'il faut avoir, qu'il faut acquérir. Là, par exemple, pour l'école, il faut quand même une licence avant d'intégrer l'école, et c'est sur concours, donc on vérifie bien quand même avant notre entrée qu'on a quand même des compétences et qu'on n'arrive pas simplement en disant « j'aime bien le jeu vidéo ». Pierre, lui, a opté pour le parcours conception visuelle. Comme pour Nadia, il y a les cours en salle, mais aussi des travaux pratiques dans des studios de l'école, avec par exemple ici la capture de mouvement. On a tendance à voir le métier comme rester assis tout le temps sur un bureau, à travailler sur un ordinateur. C'est pas en fait 100% de notre temps. Et c'est vachement chouette de pouvoir avoir accès à ce genre de technologie parce qu'on peut pratiquer d'une autre manière en tout cas. Non seulement avoir accès à quelque chose qu'on ne peut pas faire tous les jours, parce qu'on a ces installations-là, mais au-delà de ça, on peut évoluer de manière plus vivante dans ce qu'on fait d'habitude. Après une formation dans le cinéma d'animation, le jeune homme de 28 ans a décidé de se réorienter et il n'a pas choisi les jeux vidéo par hasard. Je pense que c'est excessivement montant, le jeu vidéo, et que une de ses grandes forces, c'est de s'inspirer de tous les autres arts qu'on a déjà, et d'avoir cette espèce de passif par le cinéma, par la bande dessinée, par le côté ludique du jeu vidéo, ouvre beaucoup de portes. C'est un médium qui n'est pas du tout enclavé, en tout cas, je trouve. On a énormément de possibilités là-dedans. Donc oui, je pense qu'il a de très très belles années devant lui, et c'était ça qui était intéressant. Dans cette école, 93% des diplômés trouvent un emploi, parfois même à l'international. Le secteur du jeu vidéo, une industrie qui se porte bien. On a une croissance à presque 2 chiffres, c'est quand même assez rare en ce moment, dans une période un peu de récession. Donc l'industrie marche, ce qui veut dire qu'il y a besoin de producteurs. Comme il y a besoin de producteurs, il y a besoin de main-d'œuvre. Comme il y a besoin de main-d'œuvre, il y a du boulot. La question, c'est dans quelle quantité. Il y a du boulot à l'international, on a des étudiants qui partent de plus en plus à l'international. Donc moi, je suis très confiant. Le secteur du jeu vidéo, c'est l'industrie du loisir numéro 1 aujourd'hui. Ça ne va pas s'arrêter. Elle a plein de qualités, d'avantages. Elle a aussi des défauts, mais on y travaille. Et je suis assez confiant qu'il y a du boulot. La vraie question, c'est, voilà, comme pas mal de secteurs, il faut être motivé et être l'un des meilleurs pour trouver son boulot. Tu me fais la version forte, non, toujours bouche ouverte. Ok. Donc là, ouais, fais-moi la version max, j'enregistre au cas où. Autre studio à Angoulême, G4F, spécialisé dans la partie sonore des jeux vidéo. Musique, doublage, voix et bruitage. Un travail d'orfèvre où le moindre détail compte. Si on prenait un vrai son de masse qui attaque, ça ne rendrait pas bien du tout. Donc il faut la designer pour que c'est un impact dans le jeu et que ça soit agréable pour le joueur. Je pense que je dois avoir un son de marteau quelque part. Voilà. Ensuite, on lui rajoute justement là, c'est un peu de grave parce que c'est pour le rendre plus, un peu plus gros. Et puis il y a le whoosh aussi, le mouvement. Et après, il y a aussi l'impact qui se rajoute sur les... Une spécialisation qui fait de ce studio le plus important en France de sa catégorie, avec notamment des productions d'exception, comme cette musique, enregistrée ici. Donc là, on est sur le plateau F. On a fini récemment la bande originale de Solasta, qui est un jeu développé à Paris par Tactical Adventures. Et la bande originale a été entièrement produite, enregistrée à Angoulême, avec des interprètes régionaux. Donc on est très fiers de cette réalisation faite en région. C'est un secteur très concurrentiel, c'est une industrie mondialisée. Donc il ne faut pas raisonner en franco-français. Quand on sort un jeu, c'est pour le monde entier. Et c'est pour ça aussi qu'on fait de la localisation, voilà, qu'il y ait de la traduction, adaptation, doublage, pour exporter les produits français à l'international.
Aujourd'hui, il faut savoir que les productions de jeux vidéo dépassent des productions cinématographiques. Je veux dire, ça implique des milliers de personnes sur les grosses productions. Et même sur les productions indé, on voit bien que c'est un secteur qui est en plein développement. Il y a une attente du joueur sur le rendu, sur l'image et sur le son également. Et on a toute la nouvelle génération de consoles qui est avec des mixages en Dolby Atmos, c'est ce qu'on a au cinéma. Donc on se doit d'être au top de la technologie. Et c'est aussi grâce aux formations qu'on a localement qu'on peut avoir des élèves performants. Des jeux de plus en plus qualitatifs, dont une centaine créés par des étudiants angoumoisins, ont déjà reçu prix et récompenses. En 20 ans, la capitale charentaise s'est inscrite comme une référence mondiale dans les jeux vidéo, notamment grâce à son école, qui favorise l'arrivée de nouveaux studios et de nouveaux talents. De retour au Futuroscope près de Poitiers pour la suite de cette enquête de région consacrée à la folie des jeux. Ici, on compte une quarantaine d'animations pour les quelques 2 millions de visiteurs qui viennent chaque année. Des animations qu'il faut sans cesse remettre au goût du jour. Et ce n'est pas une mince affaire dans un parc comme celui-ci. On va découvrir les tendances du moment. Bonjour Olivier Herral. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici. Vous êtes directeur de la création au parc du Futuroscope. Et voici donc votre dernier bébé à 12 millions d'euros, c'est Oui. ça? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors c'est notre premier roller coaster sur le parc. Alors roller coaster, c'est ce qu'on appelle communément le Grand 8, donc une expérience à sensation. Et c'était important pour nous d'avoir ce type d'équipement par rapport justement au marché qui évolue et aux attentes des visiteurs qui veulent de plus en plus de sensations. C'est ça les attentes aujourd'hui? C'est ça, c'est de la sensation, c'est d'avoir peur, c'est de se faire peur. On voit aussi autour de nous des marques connues comme les Lapins Crétins, l'Âge de Glace. Ça aussi, c'est des marqueurs forts. Oui, on a fait le pas en 2014 avec les Lapins Crétins et ça a été un marqueur significatif. Et on voit que le public, ça nous a attiré 300 000 visiteurs supplémentaires par cette identité associée au Futuroscope. Donc on ne veut pas faire systématiquement cette association, mais de temps en temps, quand le contenu et l'expérience sont nécessaires, on aime bien associer ces marques-là à notre produit, bien sûr. Bon Olivier, on se retrouve à proximité de cette attraction qui nous offre un voyage tour du monde en quelques minutes. Oui. Pourquoi elle plaît tant? Je pense qu'on a réussi dans cette attraction à faire l'immersion ultime, c'est-à-dire où on arrive à plonger les gens au centre d'une image. L'image couvre le champ visuel et puis on va chercher d'autres sens, les sens du mouvement. La plateforme est mobile. On va aller chercher l'olfactif avec des odeurs et des effets de froid. Et plus on rajoute d'effets, et plus on a quelque chose de sensationnel en émotion. Alors Olivier Herral, on le disait, vous adaptez vos animations aux tendances du moment. Alors par exemple, celle-ci, l'extraordinaire voyage, a pris la place d'une autre, mais dans le même bâtiment. Ce pavillon avait un ancien dispositif à double écran qui devenait obsolète, puisque c'était avec de la pellicule à l'ancienne. Et donc on a enlevé tout l'intérieur du bâtiment pour remettre ce nouveau système digital, numérique, avec en effet une résolution de 6K. Et ça, c'est les tendances aussi qui évoluent, qui nous imposent à évoluer avec elles. On s'aperçoit aussi que l'histoire est de plus en plus importante dans ce qui permet de se déconnecter ou de s'immerger. Donc on est un peu comme des cuisiniers, on essaye la recette idéale avec la surprise à la fin. Finalement, vous êtes toujours un grand enfant ou? Ah, il faut. Ça, c'est essentiel. C'est vrai qu'il faut toujours garder ce regard d'enfant, s'émerveiller et avoir le sens de la curiosité. Oui. J'ai pris place à bord de l'aérobar, vue imprenable sur le Futuroscope, en compagnie de son directeur général. Bonjour Rodolphe Bois. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va parler ensemble de l'avenir de ce Futuroscope qui, en 1997, a accueilli presque 3 millions de visiteurs. C'était son record. Aujourd'hui, vous êtes environ 2 millions.
Comment vous comptez remonter au sommet, hein, c'est le cas de dire? Alors l'objectif, c'est de faire venir de plus loin et faire rester plus longtemps. C'est vraiment les deux axes stratégiques. Parce qu'on sait qu'on a une zone de chalandise qui est relativement faible aux alentours, donc dans un triangle, en fait, Limoges, Bordeaux, Nantes, qui sont des personnes qui viennent et qui font l'aller-retour dans la journée. Donc il faut faire venir de plus loin, parce qu'il y a plus de population, faire rester plus longtemps. Donc il faut à la fois construire énormément d'attractions à l'intérieur du parc, pour avoir des capacités d'accueil plus importantes, et ensuite on étend et on colonise la moitié des parkings pour rajouter des activités complémentaires. Comment on fait Alors, ça, c'est... pour coller au marché ou aux envies, quoi, sans se planter? Ouais, il n'y a pas de recette universelle. On fait le tour du monde, on va essayer de s'inspirer des choses qui sont faites, alors pas uniquement dans les parcs d'attractions, on va avoir les showrooms de grands équipements ou de personnes qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Alors on a un peu moins voyagé ces derniers temps. Et puis on a beaucoup d'équipes intégrées, on a une direction de la création, on a des ingénieurs qui travaillent, et l'objectif c'est d'essayer de regarder et d'essayer de repérer en fait la matière première en termes de technologie qui est intéressante pour le Futuroscope et les thématiques qui sont éligibles à la marque du Futuroscope. Et après, on se dit être des assembleurs pour essayer de faire en sorte que l'alchimie fonctionne pour faire une attraction ou un hôtel thématisé ou d'autres équipements qui peuvent plaire. Une chance, quoi, finalement. Ouais, mais pas exact. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est difficile et c'est ça qui est intéressant dans nos métiers. À quelques kilomètres de Poitiers, nous voici à présent à Saint-Benoît. Ici se cache un trésor, oui, des Poys, des petits personnages à collectionner, héros du jeu Terra Aventura. C'est une chasse au trésor créée il y a 10 ans dans notre région à la découverte de la Nouvelle-Aquitaine. Depuis, 3 millions de joueurs ont tenté de résoudre les énigmes via une application mobile. Depuis le viaduc, observez la buse en béton située en contrebas. Un indice se trouve dessus. Il s'agit d'un minot de farine, jadis transporté par le tramway qui a dû tomber. Quel chiffre est inscrit sur le sac? Donc à mon avis, ça doit être par là. Tombé, donc ça doit être... On va regarder sur la gauche. En bas. C'est ici, ouais, c'est ça. Bonjour Coraline Prono. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous travaillez à l'Office de tourisme du Grand Poitiers. Alors il existe 500 parcours Terra Aventura en Nouvelle-Aquitaine, dont celui de Saint-Benoît dernièrement. Qu'est-ce qu'il permet de découvrir par exemple? Alors à Saint-Benoît, on s'appuie sur la légende de Tintin, puisque Robert Sexay, qui aurait inspiré le personnage de Tintin, a vécu ici à Saint-Benoît. En fait, c'est un petit tour de la commune qui part un petit peu des sentiers battus, puisqu'on a tendance, voilà, quand on visite une ville, à avoir le centre-ville, et puis voilà. Là, l'application nous force en fait à passer par des petits recoins, par des endroits qu'on n'aurait pas imaginés. On voit notamment un cadran solaire, il ne faut pas que je spoile trop, mais voilà, on passe sur un viaduc avec une très belle vue, et voilà, il y a plusieurs étapes tout au long du parcours. On a voulu proposer une activité familiale qui permette de découvrir des villages autrement qu'avec une visite guidée assez classique. Là, les enfants s'amusent, ils adorent ça. D'ailleurs, 80% des joueurs sont des familles avec des enfants entre 7 et 12 ans. Et effectivement, ça plaît parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a un trésor à trouver. Et donc, effectivement, c'est vraiment un atout pour nous puisque les gens viennent, restent sur place, consomment, passent des nuitées. Et c'est aussi l'objectif. Hôtel de ville, on est là. Ouais. Cool. Il y a l'indice aussi. Votre stylo recèle de l'encre, mais aussi des secrets. Tenez bon, la barre moussaillon. On découvrira tout à l'heure une autre forme de jeu à énigmes, une chasse au trésor touristique dans les rues de Poitiers, après cette nouvelle enquête consacrée au phénomène du retour en grâce des jeux rétro. Ils ont cartonné dans les années 80 et reviennent à la mode aujourd'hui. Si c'est une passion pour des joueurs nostalgiques de leur jeunesse, c'est aussi un commerce très florissant. Regardez. C'est clairement le côté nostalgique. Quand elle redémarre, c'est les bonnes après-midi qui reviennent avec les copains à l'époque et c'est plein de souvenirs. Sous une fine couche de poussière, derrière ces parois de plastique, ce petit boîtier noir recèle un précieux pouvoir. En quelques secondes, Julien, 31 ans, agent SNCF, saisit la manette, retrouve de vieux réflexes, bref, redevient un enfant. Enfin, quand il y a quelqu'un qui va venir à la maison, qui va dire « Ah tiens, ça c'est un jeu auquel je jouais ça va toujours rappeler un souvenir, quelque chose, voilà, ça peut être avec un frère, une sœur, voilà, c'est des choses comme ça qui reviennent forcément, donc ça part de là, et puis après on commence à rejouer, et puis là on se dit « Ah ouais, ça n'a pas changé quoi ». Chez lui, des dizaines de consoles anciennes s'accumulent. Chaque objet le lie à un souvenir. Il ne s'agit plus seulement de jouer, mais de collectionner.
chaque détail doit être authentique. On a une Nintendo qui est complète avec la facture de l'époque, donc en 93. C'est des consoles qui peuvent valoir plusieurs centaines d'euros en fonction de l'état. Ça peut prendre de la valeur, ça peut baisser. Moi, ce qui compte, c'est de l'avoir et puis de retomber dessus et puis me dire, ouais, c'est quand même c'est un petit objet d'histoire, mine de rien, quoi. Tortue Ninja, Astro Boy, Sonic, Mario Kart, ces noms ont marqué les adolescents des années 80 et 90. Aujourd'hui, ces adolescents ont grandi. Comme Julien, ils sont des millions à vouloir revivre leurs premiers émois ludiques. Des jeux vidéo rétro qui envahissent les rayons, jusqu'aux cartes Pokémon qui battent des records de prix. En passant même par ces bons vieux flippers, un nouveau marché explose. Ce marché, c'est la nostalgie. Qui c'est qui a des Pokémon ? 1999, un phénomène envahit nos cours de récréation, les Pokémon. Là, il y a Sacha, Gros Tanmore, Ronflex, Magikarp, Nidoking. Ils ont un phénomène de mémoire pour retenir tous les noms des personnages, les reconnaître. Bon, on aimerait bien voir ça en conjugaison, en mathématiques. Hein. Cartes à jouer, jeux vidéo, peluches, ces créatures venues du Japon deviennent rapidement la franchise la plus rentable du monde, devant Star Wars. Les cartes, nous les recevons par camion, donc qui circulent toutes les nuits. Nous les mettons en place le matin avant l'ouverture et ensuite, toutes les demi-heures, un travail de remplissage permanent de façon à garder une disponibilité maximale du produit. Retour en 2021. Plus de 20 ans après son apparition, la marque revit. Il y a 2 ans, Romain a fondé une entreprise spécialisée dans l'achat et la revente de vieilles cartes. Dans ses locaux de Limoges, il conserve une partie de son stock. On est sur des cartes qui sont notées par une société américaine. Donc voilà, on voit la note qui est juste ici. Celles-ci, elles sont en 10. Donc on est sur la note maximale de PSA. Donc on est sur le Graal de la collection. Et quelle valeur elles peuvent atteindre ces cartes-là ? C'est des cartes qui en PSA 10, pour les moins chères, sont dans les 8 000, 10 000 euros. Et pour le Dracofeu, ça peut monter au-dessus des 50 000 euros. Donc là, on a tous les cartons qui représentent, qui nous servent à faire toutes nos commandes journalières. Donc on a environ 35-40 commandes par jour à traiter. Donc c'est des volumes énormes alors ? C'est des beaux volumes et on espère que ça va se développer encore plus. Et alors, qui sont vos clients ? Alors ce sont des collectionneurs, des joueurs, et puis on a également des pères de famille qui achètent pour leurs enfants, tout simplement. C'est vraiment très hétérogène. On a un petit peu des brocanteurs, mais des cartes de collection. L'autre savoir-faire de cette société, c'est l'estimation des cartes. Avec David, un employé, Romain s'apprête à ouvrir un paquet vieux de 14 ans. Tout un cérémonial. Je l'ouvre ou tu l'ouvres ? Shifumi. Enfin, Shifumi. Shifumi. Allez, Shifumi. Putain, j'ai perdu. En quoi c'est un privilège d'ouvrir le paquet ? Pourquoi c'est important ? Parce que là, on en a qu'un. C'est notre récréation, on va dire. Exactement. C'est le petit moment de détente où, à travers toutes les activités de l'entreprise, des fois, on s'accorde un petit instant de répit. Et puis c'est surtout, s'il y a une grosse carte dedans, la personne qui tire pourra dire « ça, c'est moi qui l'ai ouvert ». Exactement. Notamment sur les cartes stars, c'est assez exceptionnel. C'est un privilège, ça. Allez, première carte, vas-y. Je te laisse lire le nom. Pollution brun. Dracofeu. Ça, c'est bon, ça. Très bien. C'est très bien. C'est une des cartes les plus recherchées de la série. Voilà. S'il fallait qu'on tire une carte, c'était celle-ci. C'est vraiment une belle ouverture. Ouais. Donc les cartes à protéger dès la sortie du booster pour éviter qu'elles s'abîment. Pourquoi vous portez des gants ? À même la peau, on peut avoir des impuretés au niveau des empreintes digitales, une petite épine, une toute petite saleté sous l'ongle. Et quand on va passer le doigt sur la surface de la carte sans gants, on risque de la rayer. Et cette rayure, elle enlève également la possibilité d'avoir la note maximale. Ces ouvertures de paquets constituent aujourd'hui une sorte de rituel. Des rituels filmés, montés et publiés sur la chaîne YouTube de l'entreprise. Bonjour à tous, comment vous allez ? Bienvenue sur Invest Collect. Toute cette activité génère des emplois. 4 salariés font tourner la boîte. 4 salariés loin d'imaginer que les Pokémon deviendraient un jour leur métier.
Il y a un aspect revanchard un peu de l'enfant, voilà, t'as 7-8 ans, tu t'achètes pas tous les boosters, tous les paquets que tu veux, tu ouvres pas autant que tu veux. Et aujourd'hui, on a envie de faire plaisir à notre enfant intérieur, de se dire tiens, je vais récupérer les jouets de quand j'étais petit. Orelsan, il le dit très bien dans une de ses chansons, il dit j'ai réussi ma life, j'ai racheté de tous les jouets de quand j'étais petit. Et je trouve que c'est une forme de réussite en soi que de réussir à satisfaire l'enfant qu'on a à l'intérieur quand on peut se permettre de ramener toutes ces madeleines de Proust et de les avoir dans sa vie d'adulte. Mais dans le monde féerique des Pokémon, la passion laisse parfois place à la spéculation. En février dernier, une carte était vendue aux enchères plus de 400 000 €. À l'opposé des collectionneurs sincères, certains font même grimper les prix en dévalisant les magasins. Donc là, c'est là où on range les fameuses cartes Pokémon. C'est à peu près tout ce qui nous reste pour l'instant. Et pourquoi vous les gardez ici? Alors on les garde ici parce que sur le principe, ça part beaucoup trop vite en rayon. Dans cette grande enseigne, la vente demeure à présent limitée à 1 paquet par famille. En rayon, si on les met, on sait que dans la journée, on n'a plus rien. Il y a beaucoup de gens qui se passent des coups de fil pour dire voilà, il y en a dans tel magasin, et ils prennent les stocks. Et ils font quoi avec ces stocks? Alors du coup, c'est de la revente sur Internet à des prix exorbitants. Donc c'est vraiment pour obliger les collectionneurs à passer par eux au lieu de revenir dans les magasins le temps qu'on refasse les stocks. Autre univers, autre marché. Dans son atelier de Limoges, Olivier répare des flippers depuis 1978. Olivier, c'est un peu un mélange entre Gepetto et Doc, de Retour vers le futur. Là, on va tester la résistance dans la bobine. Si elle est proche de 0, c'est qu'elle est cramée. Il va vous demander combien d'heures de travail, ce flipper? Là, ça fait un moment qu'il n'a pas vu de dépanneur, celui-là. Il n'a jamais eu d'entretien. Donc, peut-être une trentaine d'heures. C'est-à-dire que je suis un peu le dernier des Mohicans, là, sur la région. Il n'y a plus d'exploitants et plus de dépanneurs de flippers. On doit être 5 ou 6 sur la France, maintenant. Comme je suis très consciencieux, à chaque fois que je répare un appareil, je prends le temps de le tester comme il faut. Les gens croient que je m'amuse, mais non, c'est consciencieux. En 40 ans, Olivier a vu ce précieux savoir-faire s'éteindre peu à peu. Selon lui, plus qu'un métier, c'est un état d'esprit qui a disparu. Tout s'est cassé la gueule dans les années 80. Les petits cafés de quartier ont été un petit peu désertés. Il y a eu une évolution de l'urbanisme où on avait tendance à sortir les usines du centre-ville. C'est-à-dire que les gens, en sortant de l'usine, ils allaient au café du coin. Boire un petit coup avec les collègues, ou le boucher, retrouver le boulanger pour faire une petite pause à 10h, boire un coup et repartir travailler. En extériorisant toutes les entreprises, on a extériorisé aussi les clients. Comme il n'y a plus d'exploitants, il n'y a plus de raison de dépanner les flippers. Dans le monde, il y a plus de Ferrari en état de marche que de flippers en bon état. Mais depuis quelques mois, une nouvelle clientèle permet à cette activité de survivre, les particuliers. Posséder un flipper chez soi, pour y jouer ou pour décorer, c'est la dernière tendance. Bon, on va vérifier ce flipper qui est fini de réparer. C'est un particulier qui me l'a amené à réparer. Il est des années 80, 1986. Les flippers, c'est de plus en plus chez les particuliers parce que les gens ont la nostalgie du vrai café, en fait. Du vrai café avec du bruit, de la fumée. Les gens, maintenant, font ça à la maison. Comme ça, ils sont sur place pour coucher. Parce qu'à la maison, il n'y a pas de doseur. Voilà. Ça coûte combien de faire réparer un flipper comme celui-ci? Ça dépend ce qu'il y a à faire dessus, mais un modèle comme ça qui est ancien, il faut compter aux alentours de 1 000 €. Déserter les bistrots, mais en avoir la nostalgie. Derrière ce paradoxe, c'est aussi notre rapport au jeu qui a peut-être changé. Aujourd'hui accepté, certains loisirs suscitaient autrefois quelques craintes et une pointe de mépris. La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. 240 000 consoles vendues l'année dernière en France. Après les États-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne, nous sommes donc atteints, nous aussi, par cette épidémie. Depuis 1983, l'image du jeu vidéo s'est profondément transformée.
On ne parle plus d'épidémie, mais de 10e art. À la bibliothèque multimédia de Limoges, un espace est même consacré à son histoire. Pour ces étudiants mexicains, ces consoles sont ici à leur place. Les jeux vidéo peuvent aider à améliorer notre motricité. Ils ne devraient plus être considérés comme un tabou, mais comme un élément culturel. Les jeux vidéo font partie de notre histoire. Mario, par exemple, est une icône. Il est super connu. On ne peut pas parler de jeux rétro sans l'évoquer. Parce qu'elle aura réussi à inscrire des héros dans la mémoire collective, l'industrie vidéoludique est aujourd'hui adoubée par les institutions publiques. Des institutions satisfaites du résultat. Ce qui est très agréable, c'est de voir des familles en fait venir. On a souvent des parents qui viennent, leur père ou mère d'ailleurs, mais qui viennent avec leurs enfants pour leur montrer les jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient plus jeunes. Rassembler les générations après les avoir longtemps divisées, telle est sans doute la plus belle victoire de la culture populaire des 30 dernières années. Et si rien ne freinera jamais les spéculateurs et les argentiers, la passion et la transmission, elles, n'ont pas de prix. On se retrouve pour la suite de cette enquête de région consacrée à la folie des jeux. Vous connaissez au moins de nom les escape games, ces jeux de rôle où il faut résoudre une énigme pour se libérer d'une pièce, la fin un carton. Eh bien, il existe aussi la version à l'air libre, comme celle proposée aux visiteurs de l'Office du tourisme du Grand Poitiers, une visite ludique de la ville. Bonjour Bénédicte Bruls, merci de nous accueillir, directrice de l'Office de tourisme du Grand Poitiers. Alors Viking, c'est le nom de cette course au trésor dans les rues de Poitiers, un peu sur l'image de Terra Aventura qu'on a vu tout à l'heure à l'échelle de la région. C'est quoi le principe du jeu Viking? C'est un escape game grandeur nature. On va se mettre dans la peau d'un viking, Igor dehors, qui est un descendant déjà d'un grand viking. Et donc il va parcourir la ville. Il va avoir des énigmes. Ça va être 9 étapes à faire, à résoudre, pour justement, avec un timing, puisqu'un escape game, il y a un temps, un parti d'1h45. Et donc trouver des énigmes, répondre pour à la fin, en fait, trouver un trésor. C'est une façon ludique de découvrir une ville comme Poitiers, qui est une ville quand même avec beaucoup de monuments, d'architecture. Ça permet de le faire aussi bien seul, en famille, surtout avec les enfants, puisque les enfants souvent, j'ai pas envie de marcher, j'ai pas envie de voir des bâtiments. Mais là, franchement, les enfants, ils courent partout pour trouver les énigmes. Et en plus, ils apprennent d'une façon ludique. 9 Français sur 10 disent jouer à un jeu de société, selon un sondage Opinionway en mai dernier. Ils jouent par exemple à Dixit, un jeu de cartes qui fait appel à l'imagination. Dixit, c'est 8 millions de boîtes vendues dans le monde. Son éditeur est ici, à Poitiers, Libellulde. C'est là où je me trouve. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu Aubert, vous dirigez ce studio Libellule. Vous jouez à quoi? Parce qu'en fait, une fois par semaine, vous vous retrouvez pour jouer tous ensemble avec toute l'équipe. Et là, vous jouez à quoi? Donc ouais, une fois par semaine, on se retrouve pour faire de la veille ludique, c'est-à-dire rejouer nos sorties et jouer des jeux de la concurrence pour être à l'heure sur ce qui se passe et pas rester dans notre bulle. Aujourd'hui, on joue à Stella, qui est un jeu dans l'univers Dixit, qui est notre prochaine sortie qui va arriver en novembre. Et regardez ce que font les autres. Voilà. Ça sert à quoi en fait? Ne pas faire pareil et être au courant de ce que sont leurs innovations, qu'elles soient de game design, qu'elles soient graphiques, qu'elles soient d'intention, qu'elles soient d'émotion, ou qu'elles aillent chercher d'autres secteurs sur les règles du jeu, comment on rentre dans la boîte. Il y a vraiment plein de pans sur lesquels on a envie d'être curieux et vraiment d'aller voir ce qui se passe chez d'autres éditeurs du groupe, mais dans tous les éditeurs du monde entier. Bon Mathieu, je le disais, vous éditez donc le jeu Dixit. D'ailleurs, ce studio a été créé en 2008 avec le jeu. Depuis, vous éditez combien de jeux de société?
Actuellement, on est plutôt sur l'édition de 1 à 2 jeux par an, avec l'idée de les travailler longtemps, de les choyer et de les bosser jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Chaque jeu commence à l'extérieur, un auteur qu'on rencontre et qui nous présente une idée de jeu. Et à partir de cette idée de jeu, si on arrive à faire venir plein d'idées à nous par-dessus et à travailler avec lui, on va aller vers de l'édition. Donc ça va passer par du travail en game design, en ergonomie, en marketing, en direction artistique et puis en production, parce que c'est à la différence d'autres industries, c'est un temps qui est très long pour nous et incompressible de production et de transport. Et ça prend combien de temps entre l'idée et la réalisation finale ? En moyenne, ça va prendre 18 mois et ça peut durer jusqu'à 24 assez facilement. D'accord. Aujourd'hui, c'est quoi les attentes de vos clients ? Aujourd'hui, c'est jouer sans se prendre la tête. De l'immédiateté, c'est-à-dire que j'ouvre la boîte, les règles elles sont simples, je rentre vite dans le jeu, j'en comprends vite le propos, j'ai envie d'y rejouer. On doit être une bonne alternative à d'autres loisirs, notamment des loisirs d'écran, donc il faut nécessairement que ça aille vite. Si le studio Libellude édite le jeu Dixit, vous en êtes le papa, Jean-Louis Roubira. Bonjour, merci d'être avec nous, on va s'asseoir. Inventeur de jeux et pédopsychiatre. C'est ça. Ce jeu Dixit d'ailleurs est utilisé dans le domaine de la santé. Tout à fait. À quoi il sert par exemple ? Moi, je l'ai utilisé avant même sa commercialisation d'ailleurs, avec des adolescents qui étaient en grande difficulté scolaire. Et ça les a aidés. Alors, ils avaient une très mauvaise image d'eux, et ça les a aidés à prendre confiance en eux, à se poser autour d'une table, à s'écouter, parce qu'ils avaient plutôt tendance à ignorer l'autre. Et donc, on a quand même vu des résultats très intéressants sur le plan de leur comportement et de leur aptitude à pouvoir penser. Le jeu, c'est déjà il y a la dimension de plaisir, la dimension d'échange, de relation avec les autres, et c'est surtout le jeu, c'est une façon de se raconter des histoires et de se créer un monde à côté du monde réel, mais qui va nous permettre, justement, grâce aux expériences qu'on réalise dans cet univers sécurisé, finalement, avec des règles propres, donc, et puis quelque chose de très sérieux, mais ça va apprendre à vivre dans le vrai monde, en fait. Le jeu de société, finalement, résiste au jeu numérique. C'est-à-dire qu'il y a toujours des jeux de société, malgré le boom des jeux vidéo. Comment on peut l'expliquer ? Alors, je crois que les deux se complètent. Je pense que le jeu de société, contrairement au jeu de vidéo, le jeu vidéo peut favoriser un repliement sur soi. On a l'impression qu'on est en relation avec les autres, mais en fait, on est aussi en relation avec un écran, avec un ordinateur, et donc on peut se couper aussi des autres. Ce qui majoritairement n'est pas le cas, si on l'utilise sans excès. Alors que le jeu de société, c'est vraiment, on est en présence. Donc dans les temps que nous vivons, c'est quelque chose qui a été un besoin vraiment très important pour la population. Se retrouver en relation, en vraie relation chaleureuse avec les personnes voilà, qu'on peut côtoyer, avec qui on peut parler, avec qui on peut lire les mimiques. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. On parlait à l'instant des effets sur notre santé des jeux de société. Qu'en est-il des jeux vidéo ? Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux y joue régulièrement, encore plus depuis les confinements, selon les dernières études, au risque pour certains de devenir addicts comme drogués. Regardez cette dernière enquête sur les effets, bons ou mauvais, des jeux vidéo sur notre vie et notre santé. Ils s'invitent partout. Dans la rue, dans le prolongement de notre bras, dans nos salons et dans bon nombre de conversations, celles de parents parfois inquiets. Les jeux vidéo ne sont pas nouveaux, mais aujourd'hui, ils sont devenus le loisir numéro 1 devant tous les autres. Je joue pas mal à FIFA 22. Des jeux comme Minecraft, Call of Duty, ce genre de choses. Regarde, là, je suis le premier. Là, dernièrement, c'est Outer Wilds. Exploser Geoffrey. Pour en parler, nous avons voulu rencontrer des joueurs, des parents et leurs enfants. Très vite, les griffes ont eu tendance à sortir, les portes à se fermer. Méfiance, défiance, silence sur ce qui relève de l'intime. Certains nous avaient pourtant prévenus. Le sujet est clairement tabou. Ils sont dans la prévention. Les parents, je pense que parler en fait, de leur enfant qui passe beaucoup d'heures dans sa chambre, enfermé avec ses jeux vidéo, sans vraiment savoir ce qu'il fait, à qui il parle, ce qu'il apprend, ce qu'il va retenir comme image, comment ça va le transformer au niveau de sa personnalité, par exemple. Je pense qu'il y a un peu une sorte d'inquiétude, voilà, et puis peut-être la crainte de se voir peut-être taxé de parents un peu démissionnaires.
Pour les gamers, c'est un peu différent. Je pense que beaucoup d'entre eux, effectivement, ressentent pas ou peu de difficultés avec les jeux vidéo et ont du mal à comprendre tout ce discours qui est un peu culpabilisant quelque part. Sociologues, psychologues, chercheurs, pour évoquer le sujet, nous avons pris rendez-vous et recueilli la parole de spécialistes. Mais pour rentrer en contact avec les autres, joueurs, adolescents, parents, il a donc fallu s'y prendre autrement. Le micro-trottoir n'est pas notre tasse de thé, mais dans ce cas précis, il nous a permis d'évoquer le sujet à la volée avec plus de légèreté pour entendre les premiers concernés par ce phénomène devenu une véritable industrie. Aujourd'hui, le marché du jeu vidéo représente à lui seul celui de la musique et du cinéma réunis. Fortnite, League of Legends, Minecraft, autant de blockbusters, de mondes aussi fantastiques qu'attractifs. Souvent quand je suis avec mes amis et qu'ils n'arrêtent pas et que moi je dois arrêter, souvent je continue ou sinon je m'arrête, mais vraiment de force parce que ma mère elle éteint l'électricité. Benjamin, on voit qu'il est dans l'excitation, il va commencer à sauter partout, il y a des mots que j'apprécie pas qui vont commencer à sortir, donc là c'est stop. Il me laisse souvent plutôt la carte blanche, j'ai le droit à faire un peu ce que je veux. Tant que le soir je me couche à des heures raisonnables et que je mange à des heures raisonnables, il n'y a pas de souci. 80% des jeux sont gratuits au départ, alors les concepteurs ont dû trouver un moyen de les rentabiliser, en faisant en sorte que le gamer ne s'arrête pas de jouer et finisse par dépenser de l'argent, des suppléments sous forme de cartes par exemple, payantes, pour obtenir des bonus. Pour se démarquer par exemple. Ça, c'est un jeu en ligne qui fait des parties de 100 joueurs. Et on peut chercher à avoir une apparence unique pour se séparer, ou soit pour son personnage, soit pour ses petites armes, etc. Et on sait que en fait, ce sont 5% des joueurs qui payent beaucoup pour que les autres jouent gratuitement. On appelle ça des baleines dans le jargon du milieu du jeu vidéo. Et vous avez des entreprises de jeux vidéo qui chassent la baleine, en fait. Alors, parmi tous ces joueurs, lesquels sont réellement addicts ? Sont-ils aussi nombreux qu'on le croit ? En 2019, l'OMS a officiellement reconnu le trouble du jeu vidéo, l'addiction. Certains jeunes disent en être victimes ou l'avoir été. Avant, j'étais addict. Je me levais le matin super tôt pour jouer avant que mon père se réveille. Quand il se réveillait, il me disait d'aller petit déjeuner. Bon, bref, je devais faire ça et ça me coupait. Et après, je jouais toute la journée. C'est vrai que ça prend une bonne partie de ma journée. Mais le lendemain, tu vas toujours en cours ou parfois ça t'arrive de ne pas y aller parce que justement tu as joué tard la nuit ? Ouais, ça m'arrive des fois. Parce que j'ai joué. C'est chiant. Et parce que tu as à nouveau envie de jouer aussi ? Oui. Laurent Baudet a été en arrêt maladie durant 1 an et demi suite à un accident. Enfermé chez lui, l'escalade s'est mise en place insidieusement. J'ai un ami à moi qui est passé à la maison, qui m'a fait découvrir la Xbox à l'époque. Et puis du coup, je suis devenu un addict du jeu, quoi. Petit à petit, j'ai commencé à jouer de plus en plus. Et jusqu'à passer 8, 10 heures, 12 heures des fois dans la journée. Et si je jouais pas sur une demi-journée, j'étais pas bien. Mais ouais, j'ai pris à l'époque, pendant 1 an et demi, j'ai pris 16 kilos, quoi. À rester, à rien faire à la maison, quoi. Le mot addict est-il utilisé à juste titre ? Où se situe la limite ? Depuis peu, des recherches sur le sujet ont été réalisées. La science avance et des critères précis ont été établis. C'est des critères qui sont effectivement liés à ce que l'on retrouve globalement dans toutes les addictions, dans toutes les dépendances, c'est-à-dire perte de contrôle, le fait qu'effectivement il passe de plus en plus de temps, et puis surtout que ça entraîne un impact significatif sur un certain nombre de domaines, notamment sur le plan, par exemple, social, relationnel, c'est-à-dire que les jeunes vont effectivement, ou les moins jeunes d'ailleurs, vont davantage, on va dire, s'isoler, vont davantage aussi limiter leurs activités à une seule activité qui va devenir les jeux vidéo, et puis généralement ça a un impact aussi sur la scolarité. On pense que l'addiction aux jeux vidéo touche, si on rapporte à la population, du coup, environ 1 à 3% des gens dans la population générale et un peu plus quand on restreint aux adolescents.
1 à 3% de la population, un chiffre qui permet de relativiser et réaliser que contrairement à ce que certains parents croient, leur enfant n'est pas addict et que les jeux vidéo peuvent même et avant tout être un loisir sain et constructif. J'aime bien être en compétition, par exemple avec mes amis, rigoler et passer du bon temps. Moi je sais que je joue pas à beaucoup de jeux solo et souvent on passe des jeux en multijoueur, on passe des soirées avec des copains, on n'est pas tout seul au final. Donc il y a vraiment un côté social je pense derrière aussi quoi. Je fais partie d'une association de jeux de combat à Bordeaux qui s'appelle la SWGA et là on est plus dans l'optique d'organisation de tournois, d'événements et ainsi que pas mal d'aide dans tout ce qui est médiathèque, etc. De telle heure à telle heure, il y a Street Fighter qui est disponible. Et du coup, les enfants viennent, jouent avec nous, et on s'amuse, on rigole, on passe du temps ensemble. Un loisir, un art nouveau aussi. Les sciences humaines ont fini par s'y intéresser et à en faire un sujet d'étude dont les vertus semblent aujourd'hui reconnues. Des jeux qui, justement, permettent aux enfants, aux adolescents de développer, on va dire, certaines compétences. Donc des compétences qui peuvent être aussi cognitives, en termes de réactivité. Donc c'est bien pour ça qu'il ne s'agit absolument pas de diaboliser les jeux. Il y a même certains jeux, entre guillemets, qui sont aussi des outils thérapeutiques. Moi, dans ma pratique, je leur dis très souvent, comme aux parents, de, par exemple, mettre leurs jeux vidéo en anglais. Donc ça a une place, et pour eux, ça leur plaît, en fait, qu'on leur dise ça. Parce qu'ils se disent, je vais pouvoir avoir une vision, enfin je vais pouvoir utiliser l'anglais, je vais pouvoir utiliser le jeu vidéo, quelque chose qui me plaît énormément pour progresser dans la langue. Une manière d'entretenir son moral, de se reposer psychologiquement, voilà. Il y a des gens pour qui c'est vraiment, c'est un peu comme le collectionneur de timbres. Vous voyez, il a une passion, il va chercher toutes les infos qui concernent son domaine, il va devenir spécialiste de choses hyper pointues. Ça peut être aussi un moyen de se construire un réseau d'amis, un réseau de pairs avec lesquels on va interagir, un groupe dans lequel on a une place, dans lequel on a une valeur. Donc ça, c'est pour les problématiques adolescentes, c'est très très important. Des adolescents qui parfois se sentent incompris, avec derrière une problématique purement générationnelle. Mes parents, ils s'intéressent pas du tout aux jeux vidéo, et pour eux, c'est vraiment quelque chose qui rend bête, qui n'instruit pas et tout, et du coup, alors que pas forcément. Les jeux vidéo seraient-ils victimes d'une diabolisation par méconnaissance? Les avis sont partagés. C'est comme l'alcool. Vous avez la plupart des usagers d'alcool n'ont pas de problème avec l'alcool. Donc, ça peut être agaçant d'une certaine façon pour un amateur de vin d'entendre dire que le vin est dangereux et qu'il faut le réguler, etc. On retrouve un peu cette échelle-là dans les jeux vidéo. Pour les 90% de joueurs qui n'ont aucun souci particulier, ils ne vont pas vraiment comprendre qu'on mette des contraintes sur les pratiques de jeu. Par exemple, vous avez d'autres pays, on va dire la Chine par exemple, là on commence graduellement à interdire la pratique des jeux vidéo. Je ne pense pas qu'il y ait une diabolisation, non. Je crois qu'il y a une évaluation qui est assez juste, mais qui va être aussi dépendante, on va dire, du public. C'est-à-dire que je peux comprendre effectivement que les parents puissent être inquiets de voir leurs enfants qui peuvent effectivement passer pour eux trop de temps. Et en même temps, c'est aussi leur génération qui est celle de jouer aussi beaucoup aux jeux vidéo. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura probablement, au fil de l'eau, une dédiabolisation des jeux vidéo. Il y aura aussi beaucoup plus de recherches qui auront été faites, des recherches en sciences sociales, des recherches en épidémiologie ou en santé mentale, par exemple, qui rassureront sans doute beaucoup que voilà, on n'est pas face à un tsunami de problèmes avec les jeux vidéo et qu'on n'est pas en train de fabriquer des générations entières ni de crétins, ni d'assassins en puissance. Voilà. Et ne les appelez surtout pas geeks. À leurs yeux, le terme est hyper péjoratif. Même pour le choix des mots, le sujet est sensible. On se retrouve pour la suite et la fin de cette enquête de région sur nos jeux. Pourquoi une telle passion ? On se retrouve au Futuroscope où nous étions en début d'émission. Alors comment nos jeux de société numériques ont-ils et vont-ils évoluer? On en parle avec mon dernier invité que je rejoins. Bonjour Étienne Delorme. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous.
Vous coordonnez le FLIP, le Festival ludique international de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Ce festival se revendique comme le plus grand rendez-vous européen des jeux en extérieur. Chaque été, il y a des milliers de jeux à essayer. Il y a des testeurs aussi. Enfin, c'est un grand rendez-vous. Et vous, alors, en 30 ans plus de 30 ans d'existence de ce festival, quelle est l'évolution notable de nos jeux que vous avez remarqué ? Alors ces dernières années, ces dernières décennies, on a eu une évolution qui va de l'engagement des jeux patrimoniaux et traditionnels vers le party game, le jeu festif. C'est-à-dire que progressivement, on avance vers une pratique qui n'est plus seulement de jouer à la belote ou à des jeux très connus qui sont des jeux d'édition de masse tels que le Monopoly, et on va vers une diversité de jeux très très importante. Aujourd'hui en France, on a 1000 jeux par an qui sortent, donc c'est très impressionnant. Et pour autant, la part de vrais joueurs est de moins de 10%, à bien sûr à nuancer avec le fait qu'un Français sur 5 joue tous les mois. Et alors comment ça va évoluer si on se projette dans 10 ans ? Aujourd'hui, un très grand nombre d'éditeurs privilégient moins de volume, moins d'éditions au quotidien ou en tout cas à l'année, pour revenir à 2, 3, 4 jeux vraiment bien sentis, vraiment dédiés à des communautés de joueurs à développer derrière, pour garder une qualité de jeu plutôt qu'une quantité inondant le marché et qui derrière n'aurait pas trouvé preneur. Donc le jeu a un bel avenir. Le jeu a un bel avenir et par effet, forcément, ça voudra dire que plus de personnes vont y participer. On dépassera progressivement les 10% de joueurs réellement avertis pour aller progressivement vers 15, puis 20, puis peut-être même 50% de la population. Et donc automatiquement, les lieux de jeu, que ce soit les cafés-jeux, les ludothèques, vont continuer de se développer et de se diversifier. On verra apparaître les ludothèques itinérantes, notamment sur les zones rurales. Ça, c'est une évidence. Depuis la crise sanitaire, jamais nous n'avions autant joué en France. Alors si les parcs d'attractions ont souffert des confinements, les ventes de jeux, quels qu'ils soient, continuent de battre des records depuis 2020. On l'a vu, toute une aubaine pour une économie régionale. Jouer, c'est rêver et s'évader à bon prix, et c'est déjà bien. Merci de nous avoir suivis pour Enquête de Région. À bientôt.